l'invité de la matinale. KTO Radio. Du patrimoine religieux, des initiatives, du bien commun, c'est le triptyque porté par la Fondation du patrimoine qui décernait hier soir dans les locaux du Collège des Bernardins le prix Sésame 2024. Une somme est remise à des porteurs de projets qui revitalisent un lieu de culte. Le président du jury du prix Sésame est avec nous ce matin, Bertrand de Fédot, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur KTO Radio. Vous êtes également le vice-président de la Fondation du patrimoine qui porte ce prix Sésame. Le prix Sésame récompense, je cite, des initiatives consensuelles d'usage compatible et de reconversion respectueuse de lieux de culte. Bertrand de Fédot, qu'est-ce qu'un usage compatible ? Qu'est-ce qu'une reconversion respectueuse ? Expliquez-nous. Alors, le problème de départ, c'est au fond la fréquentation de nos lieux de culte, qui pose un véritable problème pour l'entretien, puisque très souvent, ces lieux de culte sont la propriété des communes. Et quand des lieux, si beaux soient-ils, ne sont plus fréquentés, eh bien, ça pose à la fois des problèmes d'usage et des problèmes financiers d'entretien. C'est sur cette base-là que nous avons longuement réfléchi, nous avons consulté pratiquement tous les cultes, pour essayer de savoir ce que l'on pouvait faire. Et nous avons constaté d'une façon assez convergente que l'ensemble des cultes était favorable à ce que l'on puisse développer dans ces lieux de culte des activités qui soient bien sûr consensuelles et qui soient surtout compatibles avec le primat cultuel de ces lieux. Alors, ça nécessite, je vais dire, beaucoup de travail, de prudence, mais l'expérience nous a prouvé, dès l'année dernière, puisque nous avons lancé ce prix l'année dernière, que de très nombreuses initiatives sont prises à travers la France pour proposer des activités dans des lieux de culte très majoritairement catholiques, mais aussi des temples protestants ou des synagogues, et qui viennent accueillir, comme c'était très souvent le cas historiquement et à l'origine, d'autres activités qui sont ouvertes à l'ensemble des habitants. Ça peut être des activités culturelles, ça c'est bien naturel, notamment la musique, les expositions, mais aussi des activités sociales, des activités éducatives, des activités touristiques. Et on s'aperçoit que le panel est très vaste, qu'il s'enracine souvent dans des traditions locales, et qu'à condition d'être très attentif à la fois au primat cultuel de ces lieux, à ce qu'on peut appeler l'esprit des lieux, et également à la disposition physique des lieux, si on est attentif à tout cela, on peut très bien accueillir ces activités qui se développent et concourent de façon très, très efficace à une meilleure fréquentation de ces lieux. Voilà quelle est l'origine et la finalité. Il y a deux catégories distinctes dans le prix Sésame. Avez-vous des exemples marquants des lauréats du prix 2024 ? Ah oui, on va avoir 14 prix en 2024, ce qui marque une augmentation par rapport à l'année dernière. C'est dire que le nombre de candidats s'augmente. On a eu cette année un peu plus de 60 candidatures. Je peux vous donner quelques exemples, je trouve, qui sont très, très illustratifs. Le premier, c'est une petite église qui se trouve dans la Drôme, dans un village qui s'appelle Montfroc. C'est un village qui compte 70 habitants. Et ces habitants avaient une église qui était fermée depuis un certain nombre d'années, qui se sont pris en main et qui se sont dit qu'il fallait qu'ils réutilisent leur église. Ils ont lancé une campagne de travaux, ils ont été d'ailleurs aidés pour cela, et puis ils ont organisé des activités artistiques, des concerts, des expositions, des conférences, qui font que l'église est redevenue au fond le cœur de ce village qui n'avait plus de commerce. Et cette église joue aujourd'hui vraiment sa place au sein de cette communauté.
c'est devenu au fond le véritable lieu de rencontre de cette commune. Et la conséquence, d'ailleurs, c'est ce qui est quand même intéressant à noter, c'est qu'on a pu rétablir des cérémonies cultuelles, puisque l'église est maintenant rouverte. Voilà un bel exemple. Ça, c'est dans la Drôme, l'église Saint-Clair à Montfroc. Et il y a aussi des projets qui sont portés dans des lieux de culte qui ont été désacralisés, c'est ça? Ah oui, alors, vous savez, il y a très peu de lieux de culte désacralisés en France, au-delà de ceux qui l'ont été au moment de la Révolution française. Ça, ils sont très nombreux. Mais parmi les lieux de culte qui ont fait l'objet d'une affectation dans le cadre de la loi de 1905, c'est vraiment l'exception. Et c'est bien ce qui est aujourd'hui le cœur de notre réflexion, c'est que ces lieux qui sont au nombre de 40 000 quand même en France et qui sont la propriété des communes, il faut vraiment réaccroître leur fréquentation pour qu'ils soient entretenus par ces communes. Mais il y a des exemples de lieux qui n'ont plus d'activité culturelle. Vous voyez, j'en ai un là sous les yeux, c'est une église qui est assez intéressante, qui est une église qui est à Reims, dans la Marne, qui est l'église du Sacré-Cœur, qui est une église qui est récente, qui a été construite en 1959. C'est une belle église moderne et qui surtout est caractérisée par des vitraux à la fois de très bonne qualité et des vitraux de très grande taille, ils font 12 mètres de haut. Et cette église n'avait plus de cérémonie cultuelle parce qu'il y a d'autres églises dans la proximité. Et donc l'idée a été de réinvestir ce lieu en y redéveloppant une activité de maîtres verriers qui sont d'ailleurs de la même famille que ceux qui avaient réalisé ces vitraux au moment de la construction de l'église. Alors, je trouve que c'est intéressant parce que ça, c'est une église donc, qui n'aura plus d'activité cultuelle, mais on voit une vraie continuité, si vous voulez, entre l'esprit du lieu, qui est une église, et son nouvel usage, dans le cadre d'une tradition qui est bien ancrée dans l'église, qui est celle de la fabrication des vitraux, de la recherche du beau, et bien sûr avec derrière tout un équipement pédagogique permettant d'accueillir des scolaires, leur montrer ce que c'est que ce métier très, très particulier, très ancien, très complexe, qui est la fabrication des vitraux. Comment se passe la reconversion d'un lieu de culte? Pour les cultes qui sont affectés, il y a des procédures qui sont très particulières parce que non seulement il faut les désaffecter, mais il faut préalablement les désacraliser. C'est-à-dire que ça, c'est de la responsabilité de l'évêque qui, s'il décide qu'un lieu ne peut plus avoir d'activité cultuelle parce qu'il n'y a plus de fréquentation du tout, à ce moment-là, il faut, le sortir du champ d'application de la loi de 1905, c'est-à-dire le désaffecter, et pour que de nouvelles activités puissent s'y développer, il faut le désacraliser. Mais c'est une procédure qui concerne, comme je vous le disais tout à l'heure, un nombre très faible d'édifices religieux. On imagine que cela suscite parfois des réticences. Bien sûr, mais vous savez, si un lieu est désacralisé, désaffecté, c'est qu'il n'est plus fréquenté. Donc, il peut y avoir des réticences, mais qui généralement ne sont pas très, très exprimées. Hein. C'est pour ça que nous préférons beaucoup que l'on ne soit pas tenu d'en arriver là. Et l'idée, c'est d'éviter ce que l'on a vu se passer dans bien des pays en Europe, notamment dans les pays scandinaves, où, constatant la baisse de la fréquentation religieuse, on a purement et simplement fermé ces églises ou ces temples au culte et on les a vendus. Alors, comme ils sont généralement bien placés, qu'ils ont des beaux volumes, des décorations intérieures intéressantes, alors on en fait des lobbies d'hôtels, on en fait des restaurants, on en fait des lieux de toute nature. Et je pense que il faut vraiment qu'on évite cette dérive en France. Et c'est la raison pour laquelle nous poussons ces activités nouvelles, mais qui soient
compatibles avec la vie cultuelle et première de ces édifices et qui permettent de retrouver une véritable vie dans ces édifices et, j'allais dire pas accessoirement, mais par voie de conséquence, de justifier l'entretien de ces édifices par leurs propriétaires, qui, encore une fois, sont très souvent les communes. On connaît la difficulté à sauvegarder ce patrimoine religieux, vous nous l'avez dit. Dans quelle perspective, néanmoins, en dehors de l'aspect pécunier, dans quelle perspective s'inscrit la mise en valeur de ces projets portés par le prix Sésame ? Oui, vous voyez, je vais donner un autre exemple. Cette année, on va donner un prix, dans le cadre du prix Sésame, à un réseau associatif qui s'appelle Réseau Église ouverte en France. Ça illustre très bien, vous voyez, que ce que nous voulons, c'est susciter et encourager des énergies. Ce réseau Église ouverte, il a été créé en fait en Belgique. Et il est constitué de personnes qui essayent d'accroître année après année le nombre des églises qu'ils entretiennent. Et ils ont à l'heure actuelle un peu plus de 100 églises en France. Cette association, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle met au service des équipes locales ce qu'il leur faut justement pour animer ces églises, c'est-à-dire à la fois des conseils, à la fois des visios pour permettre de faire rayonner, de porter par les médias l'histoire de ces lieux, de définir une charte et de la faire respecter. Et je trouve que cette initiative est extrêmement fructueuse. Et c'est la raison pour laquelle cette année, on a décidé de lui donner un prix. Donc, vous voyez, ça, c'est un prix qui est non pas sur un lieu particulier, mais sur une initiative qui nous a paru particulièrement intéressante. Et une dernière question, Bertrand. De Fedo, les sommes versées aux lauréats dans le cadre de ce prix Sésame émanent exclusivement de mécènes privés, comme celui, par exemple, du Fonds du bien commun porté par l'homme d'affaires Pierre-Édouard Stérin. C'est du philanthropisme, donc. Est-ce le seul levier de financement ? Est-ce qu'on peut imaginer aussi des projets qui soient à valeur économique ? Alors, d'abord, les fonds qui permettent de donner ces prix sont effectivement soit des prix qui émanent de mécènes, comme vous venez de les citer, soit qui proviennent des fonds propres de la Fondation du patrimoine. Vous voyez, il y a tellement d'activités qui sont éligibles. Vous voyez, l'année dernière, par exemple, nous avons donné un prix à une église dans le département du Nord, qui est une belle église en briques, ouvrière, qui est fin 19e et qui était vaste et dans laquelle la communauté a décidé de consacrer une partie de cet édifice, qui était d'ailleurs bien isolé, à l'accueil de migrants, en l'occurrence des Ukrainiens. Bon, je pense que c'est vraiment bien dans la tradition de l'Église et que les dispositions qui ont été prises ne nuisaient pas au fonctionnement général et notamment permettait le respect total pour le culte. Et cette activité, elle a bien sûr un aspect économique, mais elle ne génère pas de ressources économiques marchandes, en fait, bien sûr. Merci beaucoup Bertrand de Fedo d'avoir accepté l'invitation de KTO pour parler des prix Sésame 2024 portés par la Fondation du patrimoine. Et bonne journée à vous, bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir.